Bonsoir et bienvenue, voici les titres de ce journal. Au Mali, 24 soldats et 17 djihadistes tués dans des combats. Une nouvelle attaque qui survient en plein forum de la paix et de la sécurité. Jumia, Cameroun, plie bagages, une fermeture qui intervient quelques semaines après la liquidation d'Afrimarket, autre opérateur de commerce électronique sur le continent. Et Washington ne considère plus les colonies israéliennes en Cisjordanie comme illégales, une décision qui a suscité la colère des Palestiniens. On commence ce journal avec cette nouvelle attaque meurtrière au Mali. Dans l'est du pays, des combats ont fait 24 morts dans les rangs de l'armée et 17 du côté des djihadistes. Cette attaque survenue à Tabankor a frappé des militaires participant à l'opération nigéro-malienne Tongo Tongo, une opération montée par les deux pays pour traquer les terroristes le long de la frontière. Cette annonce intervient alors que les ministres de la Défense et des Affaires étrangères africains se réunissaient à Dakar pour discuter de la sécurité, en particulier dans la région du Sahel, où les militaires s'efforcent de contenir la propagation des groupes djihadistes. Le point avec notre correspondante à Dakar, Louise de Wast. Ce forum a lieu dans un contexte régional extrêmement difficile. Hier, l'armée malienne a annoncé la mort de 24 soldats et 17 militants lors d'une opération conjointe avec le Niger. Au Burkina Faso, les attaques sont quasiment quotidiennes. Les raisons de cette insécurité sont complexes, mais l'une d'entre elles soulignée ici, c'est le manque de ressources, de formation des armées nationales. Rappelons que c'est une zone où opèrent des groupes liés à Al-Qaïda, à l'État islamique. Hier, lors de la cérémonie officielle, le président sénégalais Macky Sall a déploré cette situation malgré la présence de plus de 30 000 soldats sur le terrain. Un sentiment partagé par le président mauritanien Mohamed Al Ghazouani. Écoutez. L'ONU doit se réformer, non seulement au niveau de la composition des membres permanents du Conseil de sécurité, mais également dans sa politique de maintien de la paix, qui n'est pas en adéquation avec les enjeux du terrorisme d'aujourd'hui. Ici, les participants sont tous d'accord sur le fait que la situation sécuritaire se dégrade dans la région. Il est donc normal que les États soient inquiets, que certains appellent au renforcement des mandats, des forces déployées. Mais un certain nombre d'experts présents à ce forum insistent également sur le fait que ces réponses militaires doivent, selon eux, s'inscrire dans un processus politique, parce que si l'insécurité se propage, c'est aussi bien évidemment à cause des défis de développement social et économique. À la une de l'actualité également, la série noire se poursuit pour Jumia, le leader du commerce électronique en Afrique. La société a annoncé la suspension de ses activités au Cameroun. La valeur unitaire des actions de Jumia a aussi chuté sur le marché boursier. Elle tombe à son plus bas niveau, à savoir 4,96 $. Jumia a été créée en 2012 sous le modèle d'Alibaba et d'Amazon. L'entreprise vend ses propres produits, mais sa plateforme est ouverte au listing externe. Jumia, présente dans 14 pays africains, était valorisée à 1,2 milliard de dollars en 2016. Elle est entrée en bourse à New York en avril dernier, avec pour objectif de lever 200 millions de dollars. Mais il faut le dire, depuis sa création, l'entreprise a perdu près d'1 milliard de dollars, notamment en raison de ses frais de fonctionnement. Jumia, en suspendant sa plateforme au Cameroun, explique que le pays n'offre pas les conditions propices pour son modèle économique. Et avec nous depuis Douala, pour explorer davantage le sujet, Rebecca Inonchong, entrepreneuse camerounaise qui investit dans les nouvelles technologies. Bonsoir Rebecca. Bonsoir. Pourquoi la société n'a pas réussi à se faire un marché viable au Cameroun? Je pense que pour l'instant, elle a des difficultés partout en Afrique. On a vu les résultats qui ont été annoncés la semaine dernière et qui ne sont pas en ligne avec les prédictions dans le marché de l'e-commerce. Et donc, ce qu'ils avaient annoncé et les résultats qu'ils ont annoncés finalement la semaine dernière, il y a quand même une grande différence. Et je pense que le problème n'est pas particulier au Cameroun, mais c'est un problème général de Jumia. Alors, Rebecca, que faut-il faire pour assurer un bon écosystème propice au commerce électronique sur le continent?
je pense que l'écosystème, il est là. Je pense que l'erreur que font les Jumia Afrimarket, c'est de vouloir transposer un système et un modèle européen, américain, et l'appliquer en Afrique. Et l'Africain n'achète pas de la même manière que l'Américain. On regarde par exemple, rien que le logo de Jumia, c'est un chariot. Combien d'Africains achètent avec un chariot? Et je pense que donc, au lieu de demander au marché de s'adapter à son modèle, il faut plutôt créer un modèle qui est plus africain. Dire que le e-commerce ne marche pas au Cameroun, il y a une étude qui est sortie, qui a été annoncée récemment, où 87% des utilisateurs, des personnes qui avaient été dans ce sondage de 600 personnes, 87% avaient fait des achats en utilisant WhatsApp. Alors, Rebecca, à quoi ressemblerait alors un modèle africain, très rapidement? Un modèle africain. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Alors, vous parliez de modèle africain. Le modèle africain, il est social. Oui, il est social. C'est e-commerce social en utilisant des outils comme WhatsApp, Facebook ou des outils qui ont été créés utilisant ce modèle social qui vont marcher. Merci Rebecca Inonchong. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Douala. Merci. Direction l'Allemagne où la chancelière Angela Merkel réunit ce mardi les dirigeants africains qui participent à Compact with Africa, une initiative lancée en 2017 par l'Allemagne en marge du G20 et qui regroupe 12 pays africains. Objectif, développer les investissements privés dans ces pays afin de créer des emplois, améliorer les conditions de vie et réduire le nombre de migrants. Mais 3 ans après son lancement, les résultats sont mitigés. Les investissements privés dans les pays concernés qui ont atteint au total 21 milliards de dollars ont stagné entre 2017 et 2018. Seules 800 entreprises à capitaux allemands sont actives en Afrique. Je propose d'écouter le président rwandais Paul Kagame et son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo. Nous montrons à quel point l'Afrique est mûre pour les affaires, pour les investissements et jusqu'où nous pouvons aller. Par exemple, le partenariat que nous avons eu avec Volkswagen et celui avec Siemens et SAP démontrent la compétitivité des économies de notre continent, de nos différents pays. Au sujet des agriculteurs qui produisent la matière première et qui ne gagnent qu'une infime partie de sa valeur réelle, nous avons pris la décision de passer d'une situation de bas salaire pour les exportateurs et les producteurs à une meilleure rémunération des matières premières dans nos pays. On continue ce journal avec le reste de l'actu, en bref et en images. Le parquet suédois abandonne les poursuites pour viol contre Julian Assange, actuellement détenu au Royaume-Uni. Une femme accuse le fondateur de Wikileaks de l'avoir agressé en Suède en 2010. Assange, qui a toujours nié les allégations, est sous la menace d'une extradition vers les États-Unis, où il encourt une peine allant jusqu'à 175 ans d'emprisonnement pour espionnage. À Hong Kong, une centaine de manifestants pro-démocrates sont toujours barricadés à l'intérieur d'une université. 25 autres ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de sortir. De son côté, la Chine a condamné la décision de Hong Kong d'annuler l'interdiction pour les manifestants de porter des masques. Elle affirme que seul Pékin a le pouvoir de statuer sur de telles questions. Et puis Boeing et la République du Ghana ont signé un protocole d'entente au salon aéronautique de Dubaï. Le Ghana a passé commande de 3 Dreamliner d'une valeur de 875 millions de dollars. Ces avions sont destinés à la nouvelle compagnie aérienne ghanéenne qui doit être lancée prochainement et dont le gouvernement détiendra 10% du capital. Au Proche-Orient, le torchon brûle avec les États-Unis. Les Palestiniens ont condamné la décision des Américains de reconnaître la légalité des colonies israéliennes en Cisjordanie. Pourtant, selon l'ONU, ces colonies constituent une violation du droit international. L'Union européenne a pour sa part réaffirmé sa condamnation de la politique de la colonisation israélienne. Claire Onemendi. En une seule phrase, c'est 4 décennies de politique étrangère américaine qui volent en éclats. L'établissement de colonies de civils israéliens en Cisjordanie n'est pas en soi contraire au droit international. Le secrétaire d'État américain
a déclaré que la politique antérieure était un obstacle à la paix dans la région. Nous avons reconnu la réalité sur le terrain. Nous déclarons que l'établissement de colonies n'est pas en soi illégal en vertu du droit international. Et pour répondre à vos questions, nous avons fourni l'espace pour qu'Israël et les Palestiniens puissent se réunir afin de trouver une solution politique à ce problème très épineux. On estime que 600 000 Juifs vivent actuellement dans des colonies construites depuis l'occupation par Israël de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Les Palestiniens veulent que les colonies soient démantelées. Ils affirment que leur présence sur des territoires prévus pour un futur État palestinien rend impossible cette perspective. Cela constitue une menace majeure pour la paix et la sécurité internationale et remplace le droit international, le règlement pacifique des conflits par la loi de la jungle. Cette dernière initiative s'inscrit dans un ensemble de décisions prises par l'administration Trump. En décembre 2017, le président a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, malgré le fait que les Palestiniens revendiquent ce territoire. Et en avril de cette année, son gouvernement a reconnu l'annexion israélienne du plateau du Golan, tout en réduisant l'aide américaine aux Palestiniens. Mais ce geste est une bonne nouvelle pour le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Peuple d'Israël, c'est un jour historique et une autre grande réalisation de notre politique. L'administration américaine a maintenant mis fin au mensonge selon lequel les colonies sont illégales. Je remercie le président Trump et le secrétaire d'État Pompeo. La nouvelle politique américaine à l'égard de l'établissement de colonies de civils israéliens en Cisjordanie les met en porte-à-faux avec l'Union européenne et les Nations unies, sans parler de leurs alliés du Proche-Orient. Cela semble également signifier la fin d'une possibilité de solution entre les deux États dans la région. En réponse, l'Union européenne demande à Israël de cesser toute activité de colonisation qui, selon elle, sape les espoirs d'une paix durable. C'est la page des sports avec Emmanuel Coste et on va parler football avec la fin aujourd'hui de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Oui, ça tire de tous les côtés, c'est le cas de le dire. Alors on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Résultat acquis cet après-midi. Pour commencer, le Maroc est allé battre le Burundi 3-0. Le Maroc a 4 points après 2 journées dans ses éliminatoires pour un match nul et donc cette victoire. La Côte d'Ivoire battue en Éthiopie cet après-midi également. 2-1. L'Éthiopie qui marque ses 3 premiers points pour avoir perdu son premier match, mais avec cette victoire, donc elle a 3 points. Et la Côte d'Ivoire reste bien sûr avec 3 points. Une victoire, une défaite au compteur. Les matchs en cours maintenant. Alors dans le groupe du Maroc, la Mauritanie et la Centrafrique en étaient à 0-0. Dans le groupe de la Côte d'Ivoire, sensation au Niger, à Niamey, où Madagascar mène 4-1 face au Niger. Madagascar qui avait déjà gagné donc son premier match. Étonnant malgache qui était arrivé déjà en quart de finale de la CAN 2019 et qui continue de nous surprendre. Et puis c'était un but partout entre la Zambie et le Zimbabwe après environ une demi-heure de jeu. Le football africain, c'est aussi les demi-finales de la CAN des moins de 23 ans. Ça se passe au Caire et la Côte d'Ivoire s'est qualifiée, je pense, face au Ghana parce que les deux équipes en étaient à 2 buts partout à l'issue du temps réglementaire. Il fallait jouer les prolongations, ça n'a rien donné. Et finalement, donc, la Côte d'Ivoire, si mes informations sont exactes, donc s'est qualifiée pour la finale de cette CAN des moins de 23 ans. L'autre demi-finale mettra aux prises ce soir l'Égypte devant son public et l'Afrique du Sud. Et puis les éliminatoires de l'Euro 2020, et oui, un match très important, 2 matchs très importants même, dans le groupe E. 3 équipes sont en lice pour la 20e et dernière place qualificative pour l'Euro. Pays de Galles, Hongrie et Slovaquie, Azerbaïdjan. La Hongrie a 12 points, le Pays de Galles 11 et la Slovaquie 10. Voilà, Nicolas. Merci Emmanuel Coste pour ce point complet sur l'actu sportive et merci à vous d'avoir suivi ce journal, notamment Burkina Faso sur TVZ. Excellente soirée et à demain.